Pour la présentation suivante, nous allons retourner au Canada, au centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, et c'est Madame Laronne Jumeau qui va nous parler de la simulation in situ pour se préparer aux événements critiques. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc, mon nom est Audrey Laronde-Jumeau et je suis cas de conseil en sciences infirmières pour le secteur de la néonatologie à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et je suis ici pour vous présenter la simulation in situ pour se préparer aux événements critiques. Et je pense que ça va faire une belle transition avec la présentation qu'on vient d'avoir. Donc, les objectifs de la présentation sont d'identifier les avantages et les limites de la simulation in situ et de déterminer les règles pour une utilisation sécuritaire de la simulation in situ. Donc, le plan de ma présentation est de vous présenter notre programme que nous avons développé en néonatologie à Sainte-Justine, de discuter des avantages et des défis de la simulation in situ, d'évaluer les concepts reliés à l'utilisation sécuritaire et finalement de vous présenter comment nous avons réussi à évaluer notre programme et en assurer la pérennité. Donc, la simulation in situ, c'est en fait, d'abord, la simulation, c'est une activité pédagogique qui permet de recréer un milieu clinique pour exécuter certaines tâches, alors que la simulation in situ se déroule dans un contexte réel de soins avec les équipes de code qui seront normalement interpellées avec le matériel régulier et dans une salle qui pourrait finalement être dédiée à un patient. La simulation in situ permet de tester des processus et des systèmes comparativement à la simulation qui se déroule dans un centre de simulation. Notre programme en néonatologie a été développé à la fin de l'année 2018. Donc, nous avons environ 2 ans et demi d'activité. Notre mandat était à la base de développer des simulations interdisciplinaires dans le but de développer les compétences de communication et de leadership de nos soignants à l'unité néonatale. Donc, on n'était pas du tout dans le développement des compétences techniques, mais plutôt dans le non technique. Avant de vous présenter le programme, je voulais vous illustrer en quelques chiffres notre unité néonatale. Donc, nous avons 65 lits, une équipe de 300 infirmières et infirmières auxiliaires avec environ 50 médecins et professionnels de la santé qui gravitent autour de nos patients. Nous effectuons 500 transports néonatals à chaque année. Donc, nous allons soit chercher des enfants dans d'autres centres ou les déplacer dans des centres référents. Nous avons environ 1000 admissions par année. Une énorme unité néonatale qui a fait 50 000 pieds carrés, soit 4 600 mètres carrés. Et nous sommes 6 instructeurs certifiés en simulation. Alors, notre fonctionnement, nous effectuons des simulations à chaque 2 semaines et on fait une rotation sur les différents corps de travail, soit jour, soir et nuit. Nous avons des scénarios de 10 minutes suivis d'un débriefing de 25 minutes. Et pour chaque simulation, nous avons 7 à 10 intervenants qui seront interpellés lors de la situation de cas. Donc, nous avons toujours une équipe interdisciplinaire, soit des pharmaciens, inhalothérapeutes, infirmières, membres de l'équipe médicale, préposés aux bénéficiaires, agentes administratives. Donc, c'est vraiment une équipe très complète qui est mobilisée pour chaque simulation dans le but de le rendre le plus réel possible. Et nous sommes toujours 3 instructeurs à organiser chaque séance de simulation. Voici à gauche notre salle de simulation qui est en fait une salle réelle de patients avec exactement le même équipement qui serait utilisé pour nos patients. Et elle est équipée de micros et de caméras, ce qui nous permet dans la salle adjacente de visualiser le déroulement de la simulation, de prendre des notes, de contrôler notre mannequin haute fidélité à distance et ainsi de ne pas interférer avec les membres qui participent à la simulation. Au niveau du matériel et des mannequins qu'on utilise, donc à la fois des mannequins haute fidélité et basse fidélité, et on utilise le nouveau-né prématuré ou le nouveau-né à terme, et vous avez un exemple d'un bébé tout prêt à débuter sa séance de simulation. À ce jour, avec 2 ans et demi d'activité, nous avons effectué environ une quarantaine de simulations. Bien entendu, l'année de la COVID a ralenti la fréquence des simulations, mais ne les a pas arrêtées complètement. Et nous avons environ 300 participants qui ont pu expérimenter ces séances d'activité. Alors, comment nous basons nos scénarios et sur quoi on se fie pour le faire? Donc, on est vraiment allé se plonger dans la littérature et ce qu'on a décidé de faire, c'est de se baser sur les besoins de nos équipes qui étaient rapportés, de simuler des cas qui sont peu fréquents mais complexes sur l'unité,
d'analyser nos rapports d'incidents-accidents et d'évaluer ce qui revient régulièrement pour pouvoir l'adresser dans des séances de simulation, mais également de simuler des admissions à venir afin de diminuer le stress des soignants lorsque c'est des cas complexes qui sont annoncés à l'avance. Qu'est-ce que ça nous a apporté comme avantage? C'est en fait les mêmes qui sont vraiment décrits dans la littérature. Donc, ça permet d'augmenter le réalisme puis d'évaluer des systèmes. Donc, par exemple, lors de notre déménagement, nous avons pu utiliser la simulation in situ pour tester nos nouveaux espaces. Ça offre une plus grande accessibilité et ça réduit les coûts de formation. On a beaucoup plus de flexibilité dans l'horaire puisqu'on n'est pas dépendant d'un centre de simulation. Ça permet de travailler la cohésion d'équipe puisqu'on simule avec nos coéquipiers habituels. Et c'est une expérience pédagogique immersive et qui a un possible impact sur la qualité des soins. Je dis possible parce qu'il y a encore vraiment un besoin d'avoir davantage d'écrits scientifiques et de recherche à ce niveau-là pour bien documenter l'impact clinique direct de la stimulation in situ. Ce n'est pas une activité qui est sans défi, donc il y a une grande disponibilité qui est nécessaire des instructeurs sur les 3 quarts de travail et on peut faire face à une résistance à la pédagogie par stimulation. Donc, on l'a vu rapidement que nos soignants sont stressés, ont la peur du jugement de leur père, mais dès que la première expérience est faite, la glace est brisée et ils sont enchantés de participer à nouveau. Dans un contexte où les ressources humaines sont limitées sur les unités, ça peut être un défi de libérer les équipes pendant le quart de travail pour participer à la simulation. Ça nécessite parfois des ressources spécialisées comme des techniciens audiovisuels, des gens qui sont habilités à manipuler les mannequins haute fidélité avant d'atteindre la pleine autonomie pour votre programme. Bien entendu, ça demande des ressources financières pour les mannequins et les équipements. Et bien entendu, la nécessité d'avoir des lieux physiques dédiés à la simulation et le défi d'assurer la sécurité des patients sur l'unité. Et ça, je vais y revenir dans la prochaine section. Donc, lorsqu'on parle d'une utilisation sécuritaire de la simulation in situ, on fait face à 2 volets, soit la sécurité des apprenants, qui est la sécurité psychologique de vos participants, et par la suite, la sécurité des patients-familles. Donc, comment mes patients ne seront pas affectés par la simulation qui se déroule pendant le quart de travail. Donc, on veut poursuivre la qualité et sécurité des soins sur l'unité. Donc, au niveau de la sécurité des apprenants, il y a différents volets qui sont importants à appliquer. D'abord, c'est la préparation de vos apprenants. Avec une équipe de 300 personnes et plus, on a vraiment misé sur les vidéos. Donc, on a démontré des exemples de simulation, de debriefing, comment manipuler le mannequin, quelles étaient les possibilités avec ce mannequin haute fidélité. Le but est de diminuer le stress de nos apprenants. On a également effectué des portes ouvertes pour que les gens puissent se familiariser avec l'équipement et l'environnement. Et finalement, le pre-brief, qui est la partie pré-simulation qui permet de parler des prémices de base, le contrat d'apprentissage et également de rappeler le déroulement général de la simulation permet également de diminuer le stress et d'assurer une sécurité psychologique. Au CHU Sainte-Justine, la néonate a un programme de simulation in situ, mais il y en a également un en développement à l'urgence, aux soins intensifs, à l'unité des naissances. Et pour cette raison-là, notre organisation a développé une politique qui vient standardiser la façon dont la simulation in situ doit se dérouler pour vraiment assurer une sécurité pour tous les apprenants de la même façon au CHU Sainte-Justine. Et finalement, on a développé une grille d'annulation que je vais vous présenter. Donc, cette grille-ci nous demande de regarder différents critères pour s'assurer que c'est vraiment un bon moment et qu'on va faire la simulation dans une unité dans laquelle on ne va pas venir mettre en péril, par exemple, l'acuité des soins. Donc, on va regarder le manque de personnel, quelle est l'acuité des soins au niveau de nos patients, donc les naissances à venir, les examens qui sont prévus. Est-ce qu'on a eu un décès dans les dernières 24 heures ou une situation qui a affecté l'équipe de soins? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir nos instructeurs et est-ce que notre matériel est disponible et fonctionnel? Donc, c'est un contrat auquel on s'engage à répondre avant chaque simulation et ça a vraiment apaisé nos équipes de savoir qu'il y avait des critères en place avant le déroulement de l'activité. Au niveau de la sécurité des patients-familles, le nœud le plus important, c'est vraiment la gestion du matériel et des médicaments. Donc, c'est extrêmement important de s'assurer qu'il n'y aura pas de contamination entre le matériel et les médicaments utilisés pendant la simulation avec ceux qui sont disponibles sur l'unité. Donc, de plus en plus d'associations internationales émettent des recommandations par rapport à cette gestion de matériel-là.
et les recommandations qui sont émises sont d'avoir des listes de vérification, d'identifier l'entièreté du matériel utilisé et vraiment de se questionner, est-ce que vous voulez utiliser une salle qui sera que dédiée à la simulation sur votre unité ou une salle qui pourrait être utilisée par un patient à tout moment, et ça va changer également la notion de sécurité. Les critères d'annulation que nous avons développés sont également pertinents pour assurer la sécurité des patients en famille. Ensuite, on s'assure de communiquer avec les familles des chambres environnantes qu'il va y avoir une simulation qui va se dérouler parce que l'annonce d'une cloche d'urgence à l'intercom avec des membres qui peuvent courir dans le corridor, ça crée un stress pour nos familles. Et finalement, comme organisation, nous avons décidé de remettre dans les documents d'admission un mot qui explique que nous, CHU Sainte-Justine, nous effectuons la simulation in situ de façon régulière afin d'améliorer les soins qui seront faits à vos enfants. Donc, ça donne vraiment le ton sur le type d'activité qu'on peut développer. Bien entendu, l'évaluation d'un programme, c'est essentiel afin d'assurer la pérennité, vous permettre de poursuivre, d'avoir un budget, puis également d'avoir l'accord de votre organisation de poursuivre. Donc, on a décidé d'effectuer un sondage auprès de nos apprenants et de nos instructeurs après chaque séance de simulation, et ce, depuis 2 ans. Donc, ça nous a vraiment permis de voir dans le temps l'évolution de notre programme. Donc, je présente rapidement quelques résultats. Donc, l'enthousiasme des gens de participer avant versus après la simulation, on voit qu'on est dans les 90 %. Donc, les gens ont envie de participer et de recommencer leur expérience. Au niveau de la pertinence pour leur pratique professionnelle, on est également au-delà de 90 %. Lorsqu'on regarde les différents thèmes qui sont abordés dans le debriefing, on voit vraiment l'utilité de nos scénarios et les besoins ressentis par l'équipe. On aborde le leadership, l'appel à l'aide, les notions de communication et la distribution des rôles. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait aller chercher dans notre mandat initialement, les compétences non techniques et non le technique ou le plus clinique qu'on peut aborder dans d'autres types de formations. Ce qui est intéressant, c'est de tenter de voir concrètement quel est l'impact sur la pratique clinique sur notre unité. Donc, on a pu voir une belle amélioration au niveau du travail d'équipe. Donc, on a maintenant des gens qui se donnent le rôle d'être la vigie de corridor, de s'assurer qu'on n'a pas trop de personnes dans la salle lors du code et de sortir les membres qui n'ont pas de rôle défini. Suite à des recommandations, on a maintenant des affiches à côté de chaque téléphone sur l'unité afin d'effectuer un transfert d'informations qui est beaucoup plus efficace lors des appels d'urgence à l'équipe médicale. On a révisé le matériel dans nos chariots de code rose. On a également été très surpris de voir que nos infirmières prennent davantage le rôle de leadership lors des réanimations. Et on a pu travailler davantage sur l'utilisation du défibrillateur, qui était un appareil un peu méconnu sur notre unité, mais avec la clientèle qui change, c'était vraiment important de s'y attarder. Alors, je vous laisse sur quelques témoignages de notre équipe qui partagent leurs ressentis face à la simulation, et je vous remercie énormément de votre écoute. Je suis prête à répondre à vos questions au besoin. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui faisait bien effectivement le lien avec la présentation précédente. J'avais une question à vous poser. Est-ce que ces participations, elles sont sur l'axe du volontariat ou il y a, de façon régulière, il faut que les professionnels participent? C'est une très bonne question. Donc, c'est un gros changement de culture qu'on tente d'instaurer sur l'unité. Donc, c'était beaucoup plus le volontariat au début. Mais maintenant, il est clair que c'est à tour de rôle que les participants doivent venir à la simulation. Ça fait partie de l'offre de formation qu'on a sur l'unité. D'accord, merci beaucoup. Jean-Marie, est-ce qu'on a des questions? Non, comme précédemment, des applaudissements sur le chat, pas de questions. Très beau retour d'expérience, merci beaucoup. Merci à vous.